En fait, pour moi, le gros problème, et en fait, c'est un programme auquel il n'y a pas de solution à l'instant T, c'est que les gens n'ont pas d'esprit critique. C'est-à-dire que ils vont tomber sur une masse d'informations qui est énorme. Quand tu n'es pas formé sur un sujet, forcément, tu bois un peu les informations qui viennent et tu as du mal à faire le tri dedans. Bonjour à tous, je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par Kinvent. Kinvent fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Est-ce que tu m'entends, gros? Je t'entends très bien, Kenneth. Très bien. Bonjour, Je, Thomas. je ne te vois pas par contre. Comment ça va? Ça va très bien. Toi aussi? Ouais, ça va, tranquille. Normalement, c'est Ah, bon, la t'es là. Ah, vidéo. bah, t'es chez toi en plus. Ben oui, tout à fait. Magnifique. Comment va Kenneth, le pourfendeur de la graisse viscérale? Tu lui retiens bien les vannes, c'est très bien. Ça va parfaitement. Ça va parfaitement. Journée calme, donc c'est super. Journée calme, on a du temps pour discuter. Exactement. Bon, bah magnifique. Allez, je te fais pas l'intro de relou. Présente-toi. Je vais te poser une question très directe, très profonde. Pas de blague. Kenneth, si tu devais me dire quel est ton goal life en termes de, de développement en lien avec ton taf qu'on va vraiment détailler après. Quel est ton goal life? Pas goal life personnel d'acheter une Ouais, Lamborghini, hein. Ça, je vraiment lié sais au que tu es boulot. quelqu'un de très vénal à ce niveau-là. Donc, Considérer que tout ce qu'il dira, il faudra prendre à l'inverse. Alors, le Go Life en lien avec mon boulot. Alors, c'est de toute manière, je pense, quoi que je fasse, pouvoir continuer à faire de l'accompagnement individuel. Peut-être moins au niveau quantitatif, mais vraiment rester sur une partie d'accompagnement individuel. Après, ce que j'adore faire et ce que j'essaie de développer au maximum, c'est le côté formation. Donc, qui passe pour l'instant à travers beaucoup de séminaires et qui va passer, c'est en train de se lancer sur de la formation sur du particulier et en entreprise. Donc, tu vois, de la formation sur demi-journée, journée, week-end, vraiment pour pouvoir apporter des choses de manière un peu plus large, tu vois, pas être cloisonné dans le suivi individuel, mais pouvoir faire un peu plus large là-dessus. Voilà, ça c'est le premier objectif que j'ai. Je me suis pas projeté encore plus à long terme que ça, en tout cas sur le plan professionnel, on va dire. Garder à côté du suivi d'athlète pro comme je peux le faire très ponctuellement aussi, parce que finalement ça t'amène à aller sur pas mal d'événements, à aller pousser un peu plus loin, à bosser en collaboration avec des staffs pro, ce que tu fais finalement peu avec du sportif sur les suivis classiques. Donc voilà, c'est plusieurs axes sur lesquels j'aime bien bosser et sur lesquels j'essaie de tendre. magnifique. Pour remettre un petit peu dans le contexte, que les gens comprennent un peu ton taf, Mhm. tu me dis si j'ai une connerie, parce que Vas-y. je me trompe toujours avec les deux termes. Diététicien? Ouais, tout à fait. Magnifique. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça comme étude et quel a été ton parcours justement là-dessus? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on se dit après le brevet des collèges pour se dire, bah tiens, je vais, je vais essayer d'accompagner des gens pour qu'ils s'alimentent mieux, qu'ils comprennent mieux leur mode de fonctionnement, qui est un besoin primaire, mais qui est quelque chose de Mm. très important aussi d'un Ouais. point de vue social et performance, si on va sur le côté sportif. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et quel était le parcours pour en arriver là? Alors moi à la base, il faut savoir que je viens du basket, donc pas un gros niveau, hein. J'ai joué jusqu'en prénat, donc ça a rien d'exceptionnel. Mais j'ai fait du basket pendant très longtemps. Et en fait, passé un certain stade, si tu veux, il fallait commencer à ajouter plus d'entraînement en musculation à côté, en dehors des entraînements vraiment basket. Donc c'est ce qu'on a fait avec un groupe de potes, etc. C'était pas forcément encadré par le club d'ailleurs à ce moment-là. Et si tu veux, le basket est un sport où tu peux énormément te reposer sur des qualités techniques, pardon. Ça reste un sport d'adresse. Ce qui fait que la nutrition entrait peu en jeu. On nous en parlait pas, voire oui, pas du tout, même on peut le dire. Par contre, dès que tu commençais à intégrer du travail de prépa, du travail de musculation, là forcément, c'était un peu plus, ça revenait un peu plus régulièrement, et notamment quand tu étais dans le cadre des salles de musculation où là tu voyais de tout, hein, tu sais bien comment ça se passe.
Et ben, quand tu es dans ce cadre-là, que tu as 16-17 ans, tu commences forcément à t'y intéresser un petit peu. Et moi, j'ai voulu pousser le truc un petit peu plus loin. Je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas des axes de travail en lien vraiment avec la performance, plus qu'avec uniquement le développement physique, ce qui est généralement le but des pratiquants en salle de muscu. Et donc, étant donné que ça arrivait sur une période où il fallait s'orienter après le bac, je suis directement parti à Toulouse sur une école qui était spécialisée en nutrition du sport, qui s'appelle l'EDNH, et qui permettait à l'époque de passer en parallèle de ce cursus bac+3 un BTS diète en candidat libre. Donc en fait, j'ai fait mes 3 années d'études à Toulouse. J'ai du coup 2 diplômes en 3 ans. Et après, voilà, j'ai continué à me former en bossant à côté. Ok, parce qu'aujourd'hui, je sais que tu as ton cabinet de consulte, etc. Chose qui n'est pas forcément répandu, je sais pas si c'est le terme, tu vois, mais aussi rapidement après avoir été diplômé, entre guillemets, c'est Mm. peut-être rare que les gens se lancent en Ouais. solo. Comment t'en es arrivé à te dire, bah, vas-y, aussi rapidement, je vais créer mon CAB et me construire une patientèle, Ouais. chose qui n'est pas forcément évidente, hein, encore une fois, parce que c'est pas si je dis pas de bêtises, c'est pas, la plupart du temps, c'est pas remboursé par la Sécu. Ouais, t'as pas de remboursement par la Sécu, t'as un remboursement qui est fait par certaines mutuelles et du coup Ouais, mais c'est c'est rare, très, du coup, ouais. Ouais. voilà, c'est super hétérogène. Donc, c'est pas, Euh, c'est pas, c'est pas facile d'accès comme nous, kinés, où dès que tu as de la prescription, bah, mm, c'est plus simple. Alors, je dis pas que c'est simple de monter un cabinet de kiné, mais je pense que c'est plus ouais. facile. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te lancer direct et comment tu as pris tes couronnes à deux mains, on va dire, pour faire Ouais. ça, quoi. Bah, il faut savoir qu'en diète, quand tu fais tes stages pendant tes études, on a quand même tendance à te dire que le libéral n'est pas quelque chose qui est particulièrement rentable, que c'est compliqué de se mettre en route et tout. Donc, en effet, tu as raison sur le fait que c'est quand même différent d'une installation en kiné. Après, moi, en fait, je voulais au départ directement bosser dans du sport pro, notamment dans le basket. Enfin, c'était vraiment, tu vois, l'objectif numéro un et avoir un cabinet à côté. Donc, j'ai ouvert en ayant vraiment une toute petite patientèle au départ. Enfin, voilà, tu fais avec ce que tu as au début, puis tu crées ton réseau au fur et à mesure. Mais peu importe, moi, je voulais aussi à côté bosser sur du club pro. Et tu te rends vite compte que c'est une expérience qui est très intéressante, mais qu'en fait, tu as énormément de freins parce que tu as tout le staff médical, tout le staff technique. Tu as beaucoup de communication à avoir entre ces staffs-là. Et au final, tu es, à mon sens, en tout cas, moins libre de faire ce que tu veux et ce qui te semble être le mieux avec ton athlète. C'est pas pour ça que ça fonctionne pas du tout. Moi, tu vois, au basket, j'ai eu aussi, enfin, j'ai eu pas mal de joueurs pro, Euroleague, équipe de France, ça s'est toujours très bien passé. Mais simplement, il y a des choses qui vont peut-être un petit peu moins vite que sur des sportifs individuels. Voilà. En tout cas, voilà, ça c'était l'objectif. Et après le développement du cabinet, ouais, j'étais peut-être un des seuls de la promo à le faire directement. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait après, mais ça met du temps à se lancer. Tu vois, tu mets plusieurs mois à avoir une patientèle qui est assez régulière. Et après, tout dépend de ton objectif final pour avoir un cabinet qui tourne vraiment. Moi là, tu vois, ça fait 3 ans maintenant et j'estime que c'est bien rodé. Il y a plusieurs semaines d'attente. J'aimerais bien que ce soit plus le cas, tu vois, mais il y a plusieurs semaines d'attente. Et à côté, du coup, ça te permet de commencer à développer pas mal de choses autres que simplement les suivis individuels. Comment ça se passe si on rentre dans le concret, vraiment, quelqu'un vient Hmm. te consulter pour, je sais pas, si tu pouvais nous décrire le Ouais. patient lambda, celui que tu retrouves le plus couramment. Je sais pas si c'est une femme, un mec, à peu près quel âge et quelles sont leurs problématiques généralement, au cabinet, je parle. Ouais, au cabinet. Après, on reste sur de la nutrition du sport ou tu parles vraiment personnes sédentaires. Je sais pas, quelle est ta plus grosse part au final, malgré que tu aies cette spécificité orientée vers le sport? Est-ce que tu as quand même des sédentaires inactifs Hmm. un petit peu qui veulent se Ouais, remettre à avoir une hygiène de vie plus correcte ou est-ce que tu as vraiment beaucoup plus de sportifs ouais, que j'ai ça? quand même beaucoup, beaucoup plus de sportifs. C'est 90% de la patientèle, tu vois, du Eh ben les sportif. sportifs alors. Les Ouais, sportifs. surtout sur du suivi à distance. Après, du coup, si c'est au cabinet, là, tu vois, je te prends un suivi récent, tu vois, sur un handballeur pro qui est venu en suivi au cabinet. Ça se passe, on a toujours un premier entretien d'au moins 1 heure. On fait toujours un gros travail sur les antécédents médicaux parce qu'en fait, sans ça, tu peux, à mon sens, pas faire grand-chose, surtout sur un ex-performance. Le gros de la demande est généralement pour de la perte de masse grasse, mais c'est vrai que c'est plus intéressant de travailler autour de l'aspect performance que de se fermer, si tu veux, dans quelque chose qui peut d'ailleurs des fois ne pas être la bonne solution, qui peut être souhaité par l'athlète ou le patient, pour autant ne pas être la bonne solution, si tu veux, pour arriver à la finalité. Du coup, donc, tu as toujours ouais, ce premier entretien, un gros travail sur les antécédents médicaux, sur les habitudes de la personne,
plus tu t'adaptes à ce que la personne fait, je parle de bonnes ou de mauvaises habitudes, hein, peu importe, plus tu as de chances d'amener à la pérennité. Et en fait, c'est ça que moi, en tout cas, je recherche, c'est vraiment créer de la pérennité, créer de l'autonomie derrière chez la personne. Et là, sédentaire de 50 ans, mais même si j'en ai beaucoup, beaucoup moins que quand je me suis installé, jusqu'aux sportifs de haut niveau, en fait, on s'en fout. Le but, c'est l'autonomie. Comme toi, quand tu as un patient, le but, c'est pas que dès qu'il a besoin de quelque chose que tu lui as déjà expliqué, il vienne forcément au cabinet pour le faire, c'est qu'il puisse aussi le faire chez lui, quoi. Voilà, t'as ça. Euh, Quand c'est au cabinet, c'est mieux parce qu'en général, on peut faire des analyses de composition corporelle avec un impédance-mètre. Donc, ça permet, bon, on l'avait fait pour toi notamment, d'avoir toutes les données sur la compo et du coup de savoir également quelle marge on a là-dessus. Alors, on peut également aller vers des bilans sanguins remboursés ou non. Moi, je suis aussi formé là-dessus, donc pour des athlètes de haut niveau, on le fait régulièrement. C'est toujours un petit budget, mais ça donne beaucoup plus d'infos. Et ensuite, derrière, si tu veux, moi, j'ai toujours un temps de travail hors consultation, après qu'on ait décidé de ce qu'on allait mettre en place, pour créer le plan alimentaire, toujours perso. Bien entendu, tu as des similitudes d'une personne à l'autre, mais j'essaie toujours de faire vraiment de l'individualiser, de jamais envoyer des choses qui sont toutes faites. Hein, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et ensuite, on a des suivis qui sont en général mensuels, avec des retours principalement par WhatsApp. Donc, j'essaie de rester assez disponible et c'est justement l'objectif d'avoir un nombre de personnes, si tu veux, limité, pour pouvoir être vraiment dispo derrière. Et ensuite, la durée du suivi fluctue énormément en fonction de l'objectif et des échanges de compétition aussi derrière. Ok, je rebondis sur un truc que tu as dit. Pourquoi la perte de masse grasse, on va dire, bien que ce soit. Au final, moi, je suis persuadé, tu vois, que la plupart des gens qui font du sport, au départ du moins, après, au niveau, c'est plus un besoin de développement perso et d'atteindre d'objectifs un petit peu perso et de se prouver deux, trois trucs. Quand c'est pas pro, hein, parce que pro, Ouais. à partir de ce moment-là, on passe sur un côté vital d'un point de vue argent. Euh, donc, je disais, je pense que la plupart des gens, ils se mettent au sport pour paraître mieux physiquement, tu vois, et du coup, Mm. mieux dans leur peau et mieux dans leur tête, etc. Pourquoi la perte de masse grasse, c'est pas forcément toujours le bon choix au départ, alors que tu l'as dit de toute façon, hein, je pense que Mm. la plupart des gens, ils viennent te voir à la base pour ça, parce que c'est ça qui les embête le plus, parce Ouais. qu'ils ont des codes aujourd'hui qui sont dictés par les réseaux sociaux, etc. Pourquoi c'est pas forcément toujours le bon choix? Alors déjà, c'est pour moi déjà savoir pourquoi tu le fais. Moi, je te prends toutes mes basketteuses, amateurs pro. J'en ai presque aucune qui me demande de perdre en masse grasse. Alors, ça s'explique par une chose, enfin, pour moi, qui est assez simple, c'est que c'est un sport où tu as vachement moins de mise en avant de l'aspect physique en comparaison avec du crossfit ou du body ou autre. Donc, forcément, derrière, tu as des personnes qui s'attachent un peu plus ou qui, dans la demande explicite, en tout cas, évoquent plus l'aspect performance. Après, il y a une deuxième chose, c'est savoir d'où part ton athlète. Moi, j'ai certes des filles qui ont, des filles ou des mecs, hein, d'ailleurs, peu importe, mais c'est que c'est majoritairement des femmes qui viennent pour ces demandes-là en général sur les suivis, même si c'est variable. On reste sur, bien sûr, des fois où c'est nécessaire, ça je ne dis pas, c'est évident. Mais parfois, quand tu reçois une athlète, notamment dans le CrossFit, qui est déjà à 15 kilos en dessous de la taille, qui a commencé le CrossFit il y a 3 mois, et qu'on sait que par rapport à ses performances, par rapport à sa marge de progression et son développement physique, il y a peut-être plus de travail à faire d'abord sur du développement de la force, de l'hypertrophie, etc. Bah forcément, si tu mets une alimentation hypocalorique vraiment faite pour sécher, avec peu de marge, que tu n'as pas de données sur sa masse grasse initiale, etc., tu risques de te heurter à quelque chose qui fait que certes, elle pourra peut-être sécher un petit peu, mais avec une marge faible. Et derrière, ça va extrêmement la limiter dans sa progression alors qu'elle est débutante. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux dire, ouais, carrément. Oui. Est-ce que il y a des gens que tu recadres justement, pas forcément les. Tu as pris l'exemple des basketteuses, tu vois, ou pour Ouais. qui c'était pas vraiment important. Est-ce qu'il y a des gens que tu recadres, ils viennent avec cet objectif-là, et au final tu les recadres vers autre chose parce que toi tu es persuadé que c'est pas forcément le bon truc à faire pour le moment. Ouais. Ouais, tout à fait. Notamment quand on peut encore une fois analyser la composition, il faut bien se dire que c'est comme en kiné quand tu vas bilanter ton patient, la manière dont tu te bilantes va pouvoir conditionner ce que tu vas faire avec. Moi, c'est exactement pareil. Plus j'ai d'outils, plus c'est simple de savoir d'où tu pars. Savoir où se positionne la masse grasse, la masse musculaire, c'est quelque chose de particulièrement important. Et quand tu peux le faire, tu peux avoir des éléments factuels pour dire à une personne, bah, écoute, par rapport à tes objectifs, notamment quand tu as des athlètes, notamment en CrossFit, que j'ai pu accompagner de très, très bons niveaux, là, je pense qu'il y a d'autres choses à voir avant de vouloir forcément s'orienter sur de la perte de masse grasse. Je te prends l'exemple d'une athlète CrossFit française assez connue qui a fait d'ailleurs une très bonne saison, où finalement,
On n'est pas allé sur de la perte de masse grasse. J'ai dit, je te propose qu'on essaye autre chose d'abord. On avait du budget pour faire des analyses sanguines plus poussées et on a repéré certaines choses qui étaient particulièrement intéressantes. Exemple, déficit en coenzyme Q10, etc., qui sont sans rentrer dans le détail, mais des constantes que tu doses sur des Et prises de sang. on rentre dans le détail, c'est intéressant. Bah, tu vois, le coenzyme Q10, par exemple, bon, c'est considéré un peu comme un antioxydant et c'est quelque chose qui a tendance à être particulièrement déficitaire chez des personnes qui sont en restriction glucidique prolongée. M'explique, une athlète veut perdre du poids depuis longtemps, se restreint dans les apports en glucides. Donc derrière, tu vas avoir ce déficit en coenzyme Q10 qui peut être lié à des difficultés à fournir un effort aérobie et tout, donc te limiter dans le cadre de la performance. C'est pour ça Et que en fait, Simon, il a beaucoup de coenzyme Q10, c'est parce qu'il mange beaucoup de riz. Simon, on va pas commencer à parler de tous ces problèmes, sinon on va faire un autre podcast. Mais t'as peut-être mis le doigt sur quelque chose, je sais pas. Euh, mais en tout cas, voilà, tu as vu, tu trouves un autre axe parce que tu t'es posé d'autres questions. Tu travailles là-dessus, puis tu te rends compte qu'en effet, l'amélioration des performances, alors elle tient pas qu'aux petits points que je t'ai évoqués, bien sûr, c'est très global, ça dépend de la programmation de l'athlète et des autres paramètres de récup. Mais juste en se posant peut-être un peu plus de questions, ben, tu es allé sur un autre volet et tu as plus de facilité à tendre vers l'objectif et la demande explicite de ton athlète. Ok. Ouais, ça me parle, tu vois, parce que au final, nous, je pense que c'est tous les pros de santé, hein. Quand tu fais des trucs sur le moyen et long terme, des fois, tu n'es pas forcément calé avec les objectifs du thérapeute et du patient ne sont pas forcément pile poil les mêmes. Et après, tu essaies de trouver un juste milieu Ouais. entre les deux. Mais c'est intéressant. Ok, donc ça, c'est pour la partie vraiment cabinet. Comment ça se passe pour les gens qui font des suivis à distance, sachant qu'il y a certaines personnes que tu suis que tu n'as jamais vues dans la vraie vie, Ouais. grâce aux réseaux sociaux. Alors, oui, grâce aux réseaux sociaux, parce que ça amène quand même un outil assez incroyable à ce niveau-là. Est-ce que tu vois une nette différence entre les gens que tu suis régulièrement au cabinet, sachant qu'au final, tu échanges sur WhatsApp avec eux quand même, Ouais. comme les gens avec qui tu fais un suivi à distance, ou est-ce que c'est pareil et qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta pratique? Et est-ce que, je te repose encore une autre question, il y a plein de questions dans la question, tu Ouais. as Je suis déjà encore perdu. contact avec des gens de ta promo qui se sont orientés un peu sur la même chose que toi et qui, au final, font du suivi à distance comme tu fais ou pas du tout? Alors, je vais commencer par la dernière question parce que c'est la seule dont je me rappelle. Mais alors, dans ma promo, ouais, il y en a plein qui font du suivi à distance et ça fait quoi ce que je fais aussi. Ils s'en sortent très bien là-dessus. C'est tout aussi efficace. Pour moi, c'est assez simple. En fait, la seule petite chose qui peut manquer sur les suivis à distance, réellement, au-delà du contact humain, mais ça, c'est autre chose, c'est plus le fait de manquer de paramètres pour analyser l'évolution. Exemple, tu travailles on prend l'exemple de la perte de masse grasse à distance, tu vas avoir des outils propres à chacun, qui peuvent être bien sûr le suivi du poids, le ressenti visuel avec des photos, les mensurations. Moi, j'utilise des tableaux où ils notent également, tu vois, les RPE après les entraînements, les niveaux de fatigue, les niveaux de stress émotionnel pour qu'on ait plein de paramètres, tu vois, à mettre ensemble. Mais par exemple, tu vois, j'ai eu beaucoup de situations au cabinet quand je faisais pas encore autant de visio où j'avais des athlètes qui avaient des variations de poids qui n'étaient pas forcément cohérentes avec ce qu'on faisait, à la hausse ou à la baisse, sur des pertes de masse grasse ou des prises de masse musculaire. Et quand on regardait les chiffres sur les analyses, eh ben en fait, on se rendait compte qu'il y avait des choses qui se passaient et qu'on n'aurait pas pu soupçonner. Exemple, une athlète post-grossesse qui vient pour de la perte de masse grasse, tu vois, et tu remarques qu'en fait, à un moment donné, tu as une stagnation du poids, malgré le fait que tout soit bien mis en application. Et quand tu regardes, en fait, la masse musculaire se développe, pardon, parce que tu as une reprise d'activité, tu as un travail qui était plus fait depuis plusieurs mois. Et à l'inverse, tu as une perte de masse grasse. Alors, c'est rare que les deux soient concordés, mais dans ce cadre-là, ça l'est un peu plus. Mais au final, tu as une stagnation du poids. Tu aurais fait ça à distance, tu n'aurais pas été capable de voir exactement ce qui se passait. Et pour ceux qui me diraient, ah oui, mais Kenneth, il n'y a pas que le poids, il y a aussi le ressenti physique. Des variations faibles de la masse grasse et de la masse musculaire sont pas perceptibles au visuel. Alors, c'est un biais cognitif, mais c'est pas perceptible comme ça sur quelques semaines. Qu'est-ce qui te... Je pense à ça, vu ce que tu me dis là. Qu'est-ce qui te choque en termes de différence dans les rapidités de changement corporel ou de rapidité de modification à ce niveau-là entre les femmes et les hommes? Est-ce qu'il y a vraiment des différences de ouf que tu as appris en théorie et qui s'avèrent vraies dans la pratique, en clinique,
Ou est-ce que tu expérimentes des choses via tes clientes Mm. qui, toi, d'un point de vue expertise perso, Mm. voilà, te sautent aux yeux, quoi. Ouais. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est déjà au niveau des antécédents. Parce que quand tu grattes un peu, quand tu prends vraiment le temps de discuter avec les patients, enfin sportifs ou non d'ailleurs, peu importe, mais encore plus chez les sportifs, c'est surtout les antécédents de troubles du comportement alimentaire, notamment chez les filles, qui sont beaucoup moins présents en tout cas chez les garçons. Mais est-ce que les mecs ne se l'avouent? C'est pas que les mecs ne se l'avouent pas. Euh, Tu penses pas qu'il y a un petit peu plus de tabou, genre de mytho à ce niveau-là chez les mecs? alors peut-être un peu plus. Après, il y a le fait que, par exemple, je prends un exemple concret, surtout pour toi, ça va te parler, une fille et un garçon qui ont tous les deux fait du judo étant petits. Judo qui est un sport à catégorie de poids, ou en Un fonction de sport la exceptionnel, qualité, surtout. un sport à catégorie de poids, euh, je vais me faire frapper par toi et Clément Goudin à la fois. Euh, un sport où tu vois, tu as quand même déjà une relation au corps qui est différente. Et en fonction de la qualité de ton encadrement, tu peux développer facilement des troubles du comportement alimentaire, notamment, tu vois, quand tu dois perdre du poids rapidement, etc. Le fait est que, notamment chez les filles à l'adolescence, etc., tu as un rapport au corps qui est un peu différent. Et c'est une des raisons, alors c'est pas la seule, et puis c'est pas du tout ma spécialité d'ailleurs, donc je m'embarquerai pas trop là-dessus, mais qui peut justifier le fait qu'il y ait plus de développement de troubles de comportement alimentaire chez les filles étant jeunes. Et ça se répercute après, nous, sur les suivis. Pourquoi? Parce que les variations que tu as pu avoir au niveau de la masse grasse étant plus jeune, euh, ton comportement alimentaire en général, conditionne aussi déjà la vision que tu as de toi-même et ta capacité à perdre ou à prendre de la masse grasse plus tard, tu vois. Et c'est des choses qu'on observe plus. C'est pas les seuls paramètres, mais c'est un sur lesquels là j'ai volontairement mis l'accent, qu'on n'a pas chez les mecs. Au-delà de ça, tu as le fait qu'il y ait plus facilement des perturbations de la flore digestive, tu as des problématiques d'ordre hormonal aussi, hein, forcément liées aussi chez les femmes. Et en fait, cette accumulation de facteurs qui sont pas ou peu présents chez les hommes font que 95% du temps, quand un homme vient pour perdre de la masse grasse, vraiment, il y a peu d'adaptations à faire. Ça fonctionne de manière assez simple. Chez les filles, parfois, on peut avoir besoin de faire plus d'adaptation ou d'aller un peu plus loin en micronutrition, travail sur la flore digestive, euh, travail autour du cycle, etc. Enfin, il y a plein de choses. Alors, tu nous as dit que ce n'était pas ta spécialité à proprement parler, les gros TCA ou vraiment les trucs où ça rentre un peu Mm. plus dans le cognitif. Est-ce que quand tu as des patients comme ça qui viennent, parce que tu as dû en avoir, avec vraiment des gros antécédents de troubles là-dessus et voilà, une très très mauvaise image de soi, vision de Mm. soi, et où tu sens qu'il y a un travail plus profond à faire que juste calibrer ce que tu manges, etc. Est-ce que tu renvoies vers d'autres spécialistes ou est-ce que tu connais peut-être des collègues qui sont beaucoup plus spécialisés là-dedans? J'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Alors, moi, j'ai pas de spécialisation en termes de formation sur les TCA, mais en fait, pour en avoir eu très très tôt dans les accompagnements et tout, au début, tu te mets à trouver des méthodes, à faire beaucoup de recherches, à discuter avec des personnes qui sont formées, donc tu apportes des solutions. Ensuite, sur l'accompagnement autour, beaucoup de personnes qui ont des antécédents de TCA, en tout cas qui viennent me voir, ont déjà eu par le passé des suivis psy, des fois des hospitalisations et tout. Donc, il y a déjà eu un travail qui a été fait dessus. Après, lorsque je considère que ça peut être nécessaire dans la prise en charge, on en discute. On l'aborde jamais comme quelque chose de tabou, mais comme un élément supplémentaire pour progresser. Au même titre qu'un athlète voit le fait d'avoir un suivi kiné, de sa programmation, etc. Là, on l'intègre aussi avec. Il faut pas que ce soit tabou, au contraire même. Et là, du coup, j'ai un réseau avec donc des psychologues, un préparateur mental, au-delà des techniques du sport avec lesquelles je peux bosser, notamment toi. Mais voilà, le but, c'est d'être bien entouré pour dire à un moment donné, si tu considères que la personne peut avoir besoin, tu l'as à disposition et surtout, il faut qu'elle soit réceptive. Ok, très intéressant. Très intéressant, ça marche. Si, bon, actuellement, si je devais résumer un petit peu, enfin, faire un gros dégrossi de la population sportive que tu as à distance, il y a quand même pas mal de crossfitters, si je dis pas de Ouais, bêtises. tout à fait. Quelles sont les particularités des crossfitters et des crossfitteuses dans leur approche de la diète quand tu les reçois, par exemple, quand tu rentres des nouvelles personnes qui viennent de notre part et tout. Mhm. Est-ce que tu retrouves des points communs, des trucs qui font bien ou des trucs qui font pas bien, des trucs sur lesquels ils se prennent trop la tête?
Quel est souvent le problème? Alors, vraiment, si on se concentre du coup sur les problèmes d'abord, ça fait un peu écho à ce que tu avais pu dire, je crois que c'était dans le podcast avec Clément aussi, Boudin. C'était le fait que le crossfitter veut souvent un peu tout faire, tu sais. Et parfois, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, je souhaite perdre en masse grasse, mais j'aimerais bien aussi développer ma masse musculaire, j'aimerais bien être plus performant, développer ma capacité aérobie. Et en fait, à un moment donné, tu te heurtes à des facteurs qui, si tu n'es pas débutant en tout cas, peuvent pas être mis ensemble. Ou alors, tu as la nécessité de hiérarchiser un petit peu et de dire, OK, quelle est ta priorité? Euh, des fois, avoir même des discussions avec les coachs. Honnêtement, moi, ça m'arrive pour savoir exactement ce qu'il faut faire. Ils connaissent mieux les athlètes que moi en général. Et ensuite, voilà, tu hiérarchises. Donc, c'est le fait de vouloir un peu tout faire à la fois. Ça, c'est la première chose. Après, pour moi, le deuxième problème, on en revient à ce que je disais au départ, c'est le fait que le CrossFit soit un sport qui se soit beaucoup démocratisé, notamment sur Instagram, que tu aies un lien, si tu veux, avec l'apparence physique qui est très étroit. Bien entendu que pour le côté performance, il faut optimiser la masse musculaire, la masse grasse, c'est évident. Mais après, il faut considérer aussi que il faut être capable de dire et de se dire à soi-même à quel moment mon envie de développer mon apparence physique euh, commence à prendre le pas sur mon besoin de performance. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est pareil. Il y a des personnes qui viennent en suivi où ils disent non, là, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu viens plus pour l'un ou plus pour l'autre? Certes, c'est pas forcément dynamique, mais simplement, il faut savoir ce qu'on veut. Ok, ça m'amène à réfléchir, c'est pour ça que je réfléchis en même temps. Est-ce que, c'est difficile de formuler ma question, mais est-ce que tu vois vraiment des gens qui sont full orientés vers la performance et qui en ont rien à foutre du physique, mais genre vraiment de manière objective? Tu vois, parce que des fois, il y en a qui le Ouais. disent, mais c'est plus pour le dire Ouais. que la réalité de ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce qu'encore Ouais, une si, fois, si. moi, je reste persuadé que la plupart des gens qui font ce genre de sport, c'est pour paraître bien physiquement. Alors, honnêtement, dans le CrossFit, c'est plus rare, en tout cas sur les personnes que je peux avoir. Il y a souvent un lien entre les deux. Bien sûr qu'après, il y a des demandes où vraiment l'aspect physique est mis de côté. Et dans ce cas-là, la demande est vraiment explicitement sur de la performance, bien sûr. Mais ça, tu vois, ces demandes-là, je les remarque quand même beaucoup plus sur d'autres sports et notamment des sports où tu es dans la confrontation directe avec l'adversaire. Je prends l'exemple du basket parce que je viens de là, mais j'ai des handballeurs pro où c'est un petit peu l'idée aussi. Même s'il n'y a pas de confrontation directe, je le retrouve aussi en haltéro, mine de rien. Je vais la voir beaucoup dans le rugby aussi, où la demande, voilà, c'est vraiment, OK, je sais que j'ai telle faiblesse, je veux améliorer ma performance, je suis conscient que la nutrition peut m'aider, je sais pas sur quel axe, mais j'en suis conscient, et on travaille là-dessus. Et en fait, le côté apparence physique est soit pas évoqué, soit pas vraiment derrière. Mais en effet, c'est peut-être plus marqué chez d'autres sports que le CrossFit. Ok, ok. Si je reviens vraiment sur, voilà, en profondeur dans la nutrition, je sais que pendant plusieurs années, et aujourd'hui encore en vrai dans le CrossFit, quand tu regardes les recommandations pardon, de base dans la nutrition du CrossFit selon CrossFit, Mm. tu as pas mal de éviter les sucres, low carbs, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors, je sais que c'est très difficile de donner son avis de manière globale. C'est comme si moi, tu me disais, OK, comment faut faire une bonne rééducation d'épaule? Je peux pas répondre, tu vois, Mhm. c'est trop Ouais. spécifique à chacun. Mais qu'est-ce que tu penses de cette chasse aux glucides qui est encore monnaie courante actuellement, hein? Parce qu'il y en Ouais. a qui vont dire, ouais, on s'est forcé à s'adapter aux glucides. À la base, on n'est pas vraiment fait pour ça. C'est pas un truc qui est vital. C'est vrai que les glucides sont pas vitales. Tant que tu as des Mhm. protéines et des lipides, normalement, ton organisme fonctionne. Mais d'un point de vue perf, ça amène quand même quelque chose. Est-ce que c'est surcoté? Est-ce que c'est sous-coté? Donc la question, magnifique Mhm. question, on pourrait faire un combiné avec ça. Les glucides, surcoté ou sous-coté, Kenneth? Alors, je vais te faire un développement en 8 parties, 4 sous-parties et 18 conclusions. Euh, Déjà, il faut bien distinguer le fait de limiter, ou en tout cas de maîtriser davantage ton apport en glucides quand tu es sédentaire ou faiblement actif et quand tu t'entraînes quotidiennement. Pourquoi? Parce que le fait qu'aujourd'hui, dans notre alimentation, on ait des apports en glucides qui puissent être excessifs, de mauvaise qualité, dans le mauvais timing,
Ça, c'est évident, si tu veux. Donc, le modèle low carb, après, peu importe comment tu l'appelles, d'ailleurs, on s'en fout un petit peu, c'est vraiment l'idée enfin, qu'il y a un travail à faire là-dessus dans la population en général, c'est juste évident, en fait. On a fait la chasse aux graisses dans les années 80-90, on s'est rendu compte que c'était une belle connerie. Donc, aujourd'hui, on fait la chasse au sucre. On part toujours dans les extrêmes sans forcément s'adapter au cas de chacun. Est-ce qu'un Quand jour on on fera parle la chasse aux protéines? Bah écoute, ça, mec, on verra bien franchement. Mais si tu veux, quand tu vois le nombre de nouvelles choses qui peuvent tomber en nutrition, et encore plus, tu vois, sans validation scientifique, tu te dis que tout peut arriver, mais bon, on sait jamais. Et t'as ouvert la bouche, j'ai vu que t'allais sortir une connerie, mais j'ai vite enchaîné. Non, j'ai Même coupé pas. mon micro pour pas que tu m'écoutes me dandiner sur ma chaise. Mais par contre, voilà, quand on parle du coup du côté du CrossFit, donc on parle de quelqu'un qui s'entraîne vraiment régulièrement, etc. Faut déjà prendre les choses telles qu'elles sont. Le CrossFit, c'est en tout cas le CrossFit pur, hein, si tu prends vraiment le travail fait sur les Metcon, et si tu prends l'exemple de la compétition, c'est du travail réalisé à haute intensité. Il y a des choses pareilles qui sont factuelles. À haute intensité, tu oxydes majoritairement des glucides pour fournir de l'énergie. Dans ce cadre-là, bah, il y a quand même maintenant assez de recherches pour dire, OK, si tu apportes de manière générale sur du long terme trop peu de glucides, alors que ton activité principale, elle se réalise à haute intensité, sur des durées plus ou moins longues, mais forcément, quand c'est à haute intensité, c'est pas sur des durées très élevées. Qu'est-ce qui peut arriver? Et là, on sait que bah, il peut y avoir plein de facteurs, et ce notamment quand tu as déjà des problématiques inflammatoires, quand tu peux avoir des perturbations de la flore au niveau digestif, quand tu peux avoir également une certaine sensibilité au stress émotionnel et tout. C'est pour ça que je disais qu'il faut individualiser parce que chacun a des paramètres différents. Et tu vois, je suis intervenu en séminaire dessus ce week-end et j'expliquais bien que le fait de réaliser de manière régulière des efforts avec des apports en glucides faibles, donc des réserves énergétiques, des réserves en glycogène musculaire faibles également, tu as tendance à majorer l'inflammation en post-effort. Ça, pareil, on a des chiffres dessus. Il y a eu, enfin, j'essaie vraiment de me documenter là-dessus parce qu'en effet, il y a des fois où tu penses des choses et c'est pas du tout la réalité. Tu as le lien avec bah, justement le coenzyme Q10 que je disais tout à l'heure. Pour être global, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'entraîner dans ce contexte-là avec de faibles apports en glucides chez certains profils peut entraîner des déficits à la prise de sang, rarement sur des marqueurs qui sont remboursés par la Sécu et que tu fais généralement, mais plus sur des marqueurs que tu vas aller rechercher ensuite sur des dosages sanguins payants, que tu fais justement quand tu repères certains symptômes qui peuvent faire écho à une privation de glucides dans un contexte où tu t'entraînes avec un gros volume et souvent sous intensité. Ok, là tu vas chercher pour confirmer des hypothèses et tu mets en place des choses. Il faut considérer aussi qu'après un effort, notamment court et à haute intensité, tu absorbes très facilement les glucides. C'est ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Il y en a deux, trois qui s'amusent à la remettre en question. Il y a beaucoup de discussions sur sa durée, etc. Mais le fait est que ton absorption des glucides, elle est majorée après un effort. Donc, du coup, le fait d'en apporter dans un certain timing et dans une certaine quantité ne peut qu'aider, si tu veux, en termes de récupération aussi. Donc, la question se pose, quand tu cherches à perdre en masse grasse, est-ce que, au-delà du fait de la quantité et de ton déficit calorique, il n'y a pas également le timing qui compte? Bien Oui, sûr que puis si, et moi, je le fais toujours. enfin, tu peux pas nier que l'ingestion de glucides ou de protéines, hein, parce que, et ou de protéines post-effort, ça crée un pic d'hormones anabolisantes qui est juste monstrueux, tu vois, en termes d'insulinémie, de testo, etc. Alors, sauf la GH, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais Ouais, ce sera pas influencé par ça, mais tu vois, ça c'est des choses, tu prends le pic d'insuline en post-effort, etc. En fait, ça, il faut bien considérer que, au même titre que les recherches qui ont été faites sur la whey ou sur la créatine, c'est des trucs, ça fait 30 ans qu'on se les coltine, que tu as des gens qui font des recherches constantes. Donc, au bout d'un moment, tu as un niveau de preuve scientifique qui est quand même suffisant pour savoir ce qui fonctionne pas. Par contre, en effet, quand on sort des molécules récentes, je prends le resveratrol, j'allais dire la curcumine, mais aujourd'hui, la curcumine, non, il y a quand même assez de preuves. Tu peux avoir des doutes, en effet. Et c'est là que bah, tu as beaucoup de marques de compléments qui vont avoir ce qu'on appelle des allégations nutritionnelles, c'est-à-dire dire, bah voilà, tel produit peut permettre telle chose, même si c'est contrôlé, ça l'est pas tout à fait. Et où tu peux être un peu pris dans le piège de te dire, bah en fait, ouais, je vais écouter une allégation nutritionnelle parce que je pense que ce produit est bon pour ma performance, alors qu'en fait, contrairement à d'autres, il n'y a pas assez de recul pour savoir vraiment s'il y a une efficacité. Mais bref, tout ça pour dire que la fenêtre métabolique, ce concept-là où tu disais qu'en effet, t'as un côté anabolisant, tu as une meilleure absorption, c'est prouvé. Donc, on sait que voilà, le timing de la prise de glucides est juste ultra important, quel que soit l'objectif. Et pour moi, même encore plus quand tu cherches à perdre en masse grasse, parce que ça veut dire que tu peux peut-être aller, non pas dans une restriction, mais juste dans une réflexion un peu plus intelligente sur le moment où tu le mets. carrément, carrément, ça a beaucoup de sens. Enfin, ça paraît juste logique parce qu'en plus,
C'est toujours comme ça, en fait. Quand tu as énormément de preuves scientifiques, au bout d'un moment, bah, c'est statué, quoi. Mhm. Et ça coïncide tout le temps à la clinique à ce que tu retrouves sur le terrain. Et c'est Ouais. vrai, tu vois, quand Mhm. vraiment tu fais attention à ça, etc. Bah, c'est pas le jour même où tu deviens beaucoup plus épais, mais sur le moyen et le long terme, tu vois quand même que ça fait la diff. Bon, bref, Ouais. c'est des longs débats qui n'ont pas de sens, mais ça, tout le monde aime bien remettre en cause des choses qui sont archi validées depuis la nuit des temps pour justement faire un petit peu le buzz à ce Mhm. niveau-là et amener un débat là où on n'est pas censé avoir de débat. Bon, bref, c'est Ouais. toujours une longue discussion là-dessus. Intéressant, intéressant. OK. Est-ce que tu vois une différence, toi, avec l'expérience que tu as maintenant, en termes de retour que tu as de la part de tes crossfitters, crossfiteuses, quand tu as réussi, via la nutrition et via un entraînement adapté, parce que c'est extrêmement important d'adapter l'entraînement là-dessus, Mhm. à leur faire prendre de la masse musculaire, faire prendre du poids, tu vois, d'être plus épais, plus solide. Est-ce qu'ils voient une différence dans leur pratique du CrossFit? Est-ce que la prise de masse musculaire influe positivement ou négativement leur performance? Je te donne direct mon avis. Moi, je pense que oui, ça influence positivement, sauf peut-être un truc, si tu ne le fais pas Mhm. d'ailleurs, qui est la course à pied, qui est quelque chose de très, très spécifique. Et si tu prends beaucoup de poids, je trouve que c'est vrai que si tu t'entraînes pas régulièrement en course à pied, alors, je ne sais pas si à un niveau d'entraînement régulier, si tu prends du Mhm. poids, est-ce que tu progresses? Je ne suis pas sûr. Tu ressens quand même que tu as pris un peu de poids. Sur le reste, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit gênant. Au contraire. Toi, quels sont les retours que tu as là-dessus? Alors ouais, ça, si tu veux, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit parce que euh, quand les gens, alors j'essaie de le prendre dans un autre sens. Quand on demande à perdre en masse grasse, enfin, j'ai beaucoup de demandes comme ça. Un des arguments qui est exposé, c'est oui, j'aimerais progresser sur ma gym. Or, souvent, chez des débutants, ça part plus d'un manque de force, d'un manque de travail technique que réellement d'un excès de masse grasse, sauf bien sûr à partir d'un certain seuil où réellement la masse grasse peut être excédentaire. Mais c'est pas la majorité des cas. Et c'est pour ça que si je reviens du coup sur ce que tu me disais, quand tu cherches à développer la masse musculaire et que tu y arrives et que tu as une certaine prise de poids, déjà, dans tous les cas, c'est progressif. Donc, à partir du moment où des changements corporels sont progressifs et bien menés, tu as des adaptations qui se font derrière. Et c'est une des raisons pour lesquelles, honnêtement, et je vais pas me faire mousser, c'est la vérité, j'ai aucune personne à la fin de mes prises de masse musculaire qui m'a dit qu'elle avait plus de difficultés sur la gym. C'est jamais arrivé. Ce n'est que des commentaires qui vont plus dans l'autre sens, si jamais il y en a, mais c'est jamais ça. Et en effet, ce que je leur dis, c'est qu'à la limite, peut-être une des principales composantes du CrossFit où tu peux ressentir l'impact négatif d'avoir pris en masse musculaire, c'est la course à pied. Ça, c'est avéré. Il suffit de regarder un profil de coureur à pied pour vite comprendre que développer la masse musculaire à côté, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais voilà, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi et il faut un peu enlever le mythe de l'association prise de poids gym, donc forcément défavorable. C'est pas systématique. Ok, ok. Bon, moi, ça me paraît hyper sensé Mm. d'un point de vue perso, parce que Mais ouais. ouais, ça me paraît logique, mais voilà, il y a certaines personnes qui ont peur de ça en soi, et de toute Mm. façon, enfin, faut être clair, hein, une prise de muscle où vraiment tu prends du poids, vraiment de la masse musculaire, du poids, des Mhm. kilogrammes de kilos, c'est forcément que ta performance, elle ne peut que augmenter parce que si tu as vraiment pris des kilogrammes de muscle, c'est énorme Mhm. d'un point de vue biomécanique, etc. C'est juste monstrueux ce que ça te permet de Ouais. développer comme énergie en plus, tu vois. Mhm. Et tu vois, j'insiste sur ce que tu disais, je rebondis dessus, parce que bah, tu vois, voilà, toi, avec Simon, vous vous occupez de la préoption Viking, moi plus du côté nutrition, et c'est important d'ajouter qu'en fait, que ce soit chez Viking ou peu importe sur beaucoup de prog, tu, tu as, si tu veux, toujours une période de l'année sur laquelle tu as plus de travail de renforcement musculaire, tu axes plus sur de l'hypertrophie, etc. Et il faut être conscient que pour les gens qui écoutent, que quand vous souhaitez, dans le cadre de votre pratique du CrossFit, développer la masse musculaire, c'est important de s'adapter au cycle que vous avez. Chez Viking, aujourd'hui, on évite d'avoir des athlètes qui souhaitent prendre en masse musculaire en dehors de la période, on va dire, allez, je fais extrêmement large, mais octobre-mai, on va dire à peu près. Là, on essaie de démarrer beaucoup de prises de masse musculaire sur octobre parce que, encore une fois, les contraintes que vous allez apporter via l'entraînement sont extrêmement favorables au développement de la masse musculaire. Vous avez une diversité de contraintes qui est énorme en CrossFit. Il faut être capable de hiérarchiser à des moments aussi et accepter en effet que il va peut-être y avoir des périodes où ce sera plus intéressant de faire ça. Vouloir développer la masse musculaire
en faisant simplement les watts de votre box, etc. Je dis pas du tout que c'est pas possible. Je vous dis pas ça. Je dis simplement que c'est peut-être pas la manière la plus pertinente de la faire. Et on prend des risques en termes de progression d'avoir soit de la stagnation très vite, soit même d'avoir carrément des difficultés dès le départ à créer de la masse musculaire, malgré une alimentation hypercalorique, etc. Tu peux mettre une alimentation très hypercalorique à un ultra trailer, t'inquiète pas que il n'y a pas de contraintes nécessaires pour développer la masse musculaire, donc tu n'en auras pas en fait. Tu vois, tu vas juste compenser un gros déficit énergétique T'as tout avec dit. une activité. Voilà, tu vois ce que je veux dire? T'as tout dit dans le sens où, en fait, alors il y a un starter, si on rentre dans la physiologie, qui est assez étudié, starter de l'hypertrophie, qui est une protéine qui s'appelle mTOR. Bon, bref, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais ça reste assez intéressant à évaluer. Et ça, tu peux le stimuler quasi que en faisant un entraînement qui est dédié à l'hypertrophie. Alors, il y a plusieurs modes d'entraînement de l'hypertrophie. Je ne dis pas qu'il y a un entraînement, c'est 4 fois 12 reps, il n'y a que ça pour faire de l'hypertrophie. C'est faux. Tant que vous vous rapprochez plus ou moins de l'échec sur des séries en renfort avec des temps sous tension plus ou moins élevés, vous développez vous hypertrophiez si votre entraînement à côté est polarisé dans ce sens-là. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, un mec qui fait 60 bornes par semaine de course à pied, même s'il fait du renfort à côté, il prendra pas vraiment de masse musculaire, ou du moins de manière très localisée et très, très, très légère. Mais c'est pas possible, en fait. D'un point de vue physiologique, pour moi, c'est pas possible. Tu me dis si je me trompe, mais vraiment, les adaptations centrales et périphériques font que c'est quasi impossible. Hormis lorsque tu es vraiment débutant de chez débutant, où là, tu peux avoir Oui, des adaptations qui bien vont dans sûr. des sens un peu contraires, mais en effet, je suis ultra d'accord avec toi. Tu vois, moi, je donne cette image toujours quand j'explique l'entraînement au kiné, qui la plupart du temps ont des patients extrêmement sédentaires, inactifs. Les gens débutants, moi, je vois ça comme un tube de dentifrice plein. Et en fait, peu importe où tu appuies dessus, il y a du dentifrice qui Ouais. va sortir. Donc, Ouais. tu peux faire, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, loin de là, mais tu peux faire un peu n'importe quoi. Ils vont progresser en force, en masse musculaire, etc. Mais quelqu'un de plus avancé, le tube de dentifrice, il est vide et il faut vraiment être très précis sur la zone sur laquelle tu appuies pour sortir du dentifrice, parce que se brosser les dents, c'est quand même extrêmement important. Demandez à mon ami Simon qui a des très grandes dents, c'est vraiment très important pour lui. Ça lui prend pas mal de temps. C'est pour ça qu'il n'est pas là sur le podcast. Là, ça fait 45 minutes qu'il se brosse les chicots. Donc, voilà. Il avait fait le doublage du loup dans Le Petit Chaperon Rouge à une époque. Un truc comme Exactement, ça. c'est lui, Ouais. c'est lui-même. Et tu vois, Oui, je voulais ouais, juste, vas-y. excuse-moi, rebondir sur ce que tu disais, c'est mon Ne côté t'excuse pas. basketteur. Euh, Oh là là, il prend c'est- le rebond. Oh là là, le lourd. c'était sur, tu vois, tu parlais de choses, l'activation de la protéine mTOR, l'insuline, plein de petites choses euh, qui sont, qui sont juste indispensables pour développer la masse musculaire. Il faut bien se dire il y a des règles un peu établies comme ça, adapter l'entraînement et tout, mais qu'il y a également le contexte propre à la personne. C'est-à-dire que quand vous êtes un athlète avec déjà un contexte inflammatoire particulier, je prends l'exemple d'athlètes féminines qui peuvent avoir des tendinopathies répétées, voire même de l'endométriose, des inflammations intestinales, ou peu importe. Dans un contexte où l'inflammation est beaucoup plus marquée, il y aura forcément plus de difficultés à développer la masse musculaire. Et du coup, c'est important de prendre les problèmes en amont. Et c'est pour ça que il faut accepter des fois, OK, j'ai un objectif qui est tel objectif. En revanche, j'ai X et Y symptômes. J'ai X et Y contraintes autour de mon entraînement qui peuvent être professionnelles, personnelles, peu importe. Et il faut mesurer à quel point ces contraintes vont être un petit peu à l'opposé de mon objectif de développement de la masse musculaire, pour reprendre ça. Et à quel moment il va falloir peut-être d'abord traiter certaines choses, s'en occuper, avant de vouloir juste, si je dois schématiser, faire de l'hypocalorique et pousser de la fonte, tu vois. Voilà. Enfin, j'ai vu des athlètes avec des problématiques de tendinopathie chronique, un sommeil complètement tronqué la nuit, vouloir s'entêter à manger plus pour prendre en masse musculaire et à pas comprendre d'où venait le problème. Sauf qu'en fait, tu as un volume d'entraînement qui n'est juste pas supportable déjà à la base par rapport aux moyens mis en place sur la récupération. Alors, autant te dire qu'en plus de ça, espérer avoir un gain en masse musculaire, c'est juste pas possible. Ouais, bah, c'est hyper logique, hein. Enfin, ça corrobore avec tout ce qu'on a dit avant. Mais oui, le contexte est très important. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont des profils chez qui tu vois que voilà, c'est vraiment très, très compliqué de leur faire prendre de la masse musculaire? Il va falloir que tu joues sur des leviers beaucoup plus précis pour qu'ils arrivent à prendre. Vraiment des gens, peu importe, tu leur fais manger un truc hypocalorique, ils font de l'hypertrophie à côté, etc. Et ils ont du mal à prendre. Alors, du mal à prendre dans le CrossFit, oui, mais honnêtement, dès qu'on oriente l'entraînement à côté, dès qu'on est vraiment encadré, généralement, il n'y a pas de souci.
généralement, même si c'est très progressif, bien sûr que tu as des profils qui, de par des prédispositions génétiques, mais aussi par rapport à, aux activités physiques qu'ils ont fait plus jeunes, tu vois, par rapport à leur habitude alimentaire, etc., vont avoir du mal. Mais honnêtement, dès que l'alimentation est adaptée et que l'entraînement est bien fait, et je parle d'être vraiment encadré, tu vois, de ce côté-là par quelqu'un, on arrive toujours à progresser là-dessus. Alors, Kenneth, petite question personnelle. Combien de kilos tu as pris suite à tes extensions triceps à l'élastique là? Alors, moi, je pense que c'est un podcast qui est avant tout familial, donc on va essayer de rester poli, tu vois. On va vraiment essayer de rester poli, d'accord? J'ai l'avantage, contrairement à toi, d'avoir fini ma croissance et j'en suis très fier, donc on va rester là-dessus. Non, blague à part. Est-ce que justement, toi, tu t'es intéressé personnellement au CrossFit? Je connais Mm. déjà la réponse. Sur ta pratique, pour expérimenter un petit peu ce que font tes athlètes. Alors, à ton niveau, parce que tu n'as pas le temps et pas forcément Mm. l'envie de faire des compètes, etc. Tu vois, ou du moins pas pour l'instant. Parce que voilà, t'es pas chômeur à côté. Mhm. Du coup, pour moi, le CrossFit est un sport de chômeur, hein. C'est pas une attaque, mais pour avoir un volume d'entraînement aussi élevé, il faut pouvoir s'organiser au Moins moins. 1000 abonnés. Voilà, c'est ça. Comment c'est absolument pas une attaque pour les crossfitters, prenez-le avec rigolade. Est-ce que tu t'es intéressé à ça? Est-ce que tu t'es entraîné sur des périodes plus ou moins longues? Est-ce que tu Mm. arrives à être discipliné là-dedans ou pas Bah, du tout? je vais te montrer l'exemple actuel. Alors, tester ce que je propose sur moi, oui, presque systématiquement. Presque systématiquement pour avoir du recul. C'est comme ce que tu disais avec beaucoup des gens que tu as eu sur tes podcasts. Quand tu proposes des choses, c'est important de les avoir testées aussi. Donc forcément, derrière, au moins, tu as un peu de recul. Là, tu vois, bah, par exemple, je prends chez Viking Training, où on commence à changer un petit peu les entraînements à partir d'octobre. Il y a plus de travail de force, d'hypertrophie et tout. Moi, tu vois, en parallèle, j'ai commencé à bosser là avec Clément Goudin, du coup, qui s'occupe aussi de Simon et toi et de pas mal d'athlètes qu'on a en commun, sur vraiment un objectif de développement de la masse musculaire. Et du coup, bah, étant donné qu'on part aussi là-dessus avec plein de Vikings, ce que je vais proposer, je vais aussi le mettre en application sur moi. Et ça va permettre, en tout cas, je pense, d'avoir un regard, tu vois, un peu plus fin sur les choses et d'essayer de nouvelles choses et de dire, OK, ça, j'y ai pensé, je l'ai pas testé sur des athlètes. Qu'est-ce que ça fait sur moi? Ne pas le prendre pour acquis parce que ce qui marche sur l'un n'est pas vrai pour les autres. On n'est pas, faut avoir un peu de recul dessus. Mais ça permet de tester plus de choses et peut-être d'élargir un peu son champ de possibilités. Ok. Alors, je rebondis sur Vikings Training. Comment t'en es arrivé à bosser sur Vikings? Je connais l'histoire, mais si tu Mm. peux la raconter à tout le monde, quel a été le concours de circonstances Mm. qui fait que tu intègres une programmation qui du coup est assez complète, même si ça commence à voilà, se démocratiser, le fait que chaque prog ait des personnes qui sont spécialisées autour, par exemple Clément en Ouais. force, toi sur la nutrition, nous sur la rigolade, tu vois, ce genre de choses. Bah, en fait, bon, de toute façon, Viking Training est né à Limoges. Donc, étant de Limoges, forcément, il y avait un rapprochement géographique. Moi, j'ai connu donc Jocelyn, donc le head coach de Viking, le CEO. Je l'ai connu donc à Limoges à la boxe de CrossFit, où moi je m'entraînais. Donc à l'époque, j'étais encore étudiant. Et ensuite, quand j'ai commencé à bosser, à ouvrir mon cabinet, il y a eu le confinement qui est arrivé très rapidement. Et pendant le confinement, il m'a proposé qu'on fasse des lives, etc. Donc sur des thématiques autour de la nutrition. Il en a fait avec Benjamin Cara aussi et tout. Donc c'était très sympa. Et au terme de ça, il m'a proposé voilà de commencer à bosser avec quelques Vikings. On l'a fait, ça s'est très très bien passé. Et jusqu'au moment où on a dit, bah, finalement, est-ce qu'on peut pas, tu vois, proposer un peu comme c'est le cas avec vous, comme avec Clément, directement de passer par moi quand il y a des besoins autour de la nutrition. Et là, on a fait ça et on est allé plus loin depuis un an à peu près où on commence à cycler sur l'année et à dire, bah, d'accord, il y a des périodes qui sont plus propices à tel ou tel objectif parce que la prog est fait pour. Donc, essayez de venir dans ces temps parce que ce sera vachement plus, ce sera beaucoup plus possible de capitaliser sur les efforts que vous allez faire. Donc, tu vois, on a eu ce process-là, et puis Jocelyn est devenu rapidement un ami, on se sent très bien et tout, même si voilà, il est un peu loin maintenant et que ça me chagrine beaucoup, on est quand même très proches. Voilà. Et dans les autres membres du Stade Viking, on a Clément Goudin, donc, qui s'occupe plus de la partie force, qui est à Limoges, et donc vraiment dans la même box, et que je vois d'ailleurs lui, du coup, au moins une fois par semaine. Ok. Est-ce que, alors évidemment, tu as des gens qui sont pas chez Viking qui te contactent aussi. Mhm. Est-ce que tu as beaucoup de crossfitters qui font des compétitions à haut niveau? Alors, pro, c'est compliqué de dire crossfitter pro ou pas, parce qu'en soi, il y en a vraiment
très peu. Il y en a qui aspirent à le devenir, mais est-ce que tu en as en suivi Mhm. et est-ce que tu vois une différence dans l'abnégation, vraiment dans le suivi à la lettre de ce que tu Mhm. leur dis de faire, etc. Est-ce que c'est vraiment des gens ultra rigoureux ou il y en a qui sont en roue libre et qui performent quand même? Alors, sans citer personne, Ouais. hein, je n'ai aucune Ah, bien idée de sûr. si tu vas me dire oui ou non. Non, après, non, mais bien sûr, ça on cite jamais personne, mais juste, alors, quand ça commence vraiment à aller sur du gros niveau, donc là, je parle vraiment, tu vois, Top Elite French, Wodapalooza, tout ça. À partir de ce moment-là, en fait, moi, je suis en face d'athlètes qui ont des objectifs qui sont tellement définis et qui sont capables de faire tellement de sacrifices et de concessions à l'année qu'en effet, ils suivent les choses, ils rechignent pas, ils sont très impliqués dans la communication qu'il y a dans le suivi et, ouais, enfin, qui sont juste exemplaires en fait, tu vois, en termes de rigueur. Mais là, on parle vraiment d'un top athlète. Tu as des athlètes qui ont un bon niveau CrossFit, mais qui pour autant ne seront pas forcément impliqués dans le suivi nutrition, mais parce qu'il n'y a peut-être pas les mêmes objectifs à long terme, tu vois, en tête. Chez Viking, on en a quelques-uns qui sont organisés autour de l'entraînement, qui ont beaucoup d'abnégation, qui ont énormément de rigueur. C'est un truc que, enfin, moi, j'admire énormément, tu vois, parce qu'on le voit peut-être plus dans le CrossFit que dans certains autres sports. Euh, et du coup, en fait, voilà, quand tu leur proposes des choses, enfin, juste, ils les font, ils appliquent et ça fonctionne très bien, quoi. Est-ce que tu as des exemples de gens qui sont vraiment hyper carrés et respectables à ce niveau-là, que vraiment tu t'admires, quoi, à part Jocelyn? Alors, à part ça, euh, bah, après, si tu veux, dans les athlètes purs, ben, si je prends pas des athlètes que j'ai suivis, tu as forcément les athlètes un peu plus médiatisés. Mais tu vois, tu prends l'exemple de Matt Fraser. Matt Fraser, Joss a eu la possibilité de le rencontrer là quand il est passé à Nîmes il y a pas très longtemps. Et en fait, il avait pu échanger avec lui. Il nous a fait un retour sur Viking. Et en fait, quand Matt Fraser te parle de son organisation autour de l'entraînement, notamment juste avant qu'il gagne son premier titre aux Games, il t'explique, Joss l'expliquait bien, mais que le gars, à chaque fois qu'il fait un choix, à chaque moment de la journée, réfléchit si ce choix va le rapprocher de son objectif ou non. Il va être capable de s'alimenter plus de manière fonctionnelle que de manière instinctive, c'est-à-dire il va être capable d'avoir une absence de sensation de faim parce qu'il va manger dans de telles quantités et à une fréquence si énorme qu'en fait il ressent plus grand-chose. Et en fait, ça revient à constamment se forcer, mais pour atteindre un total calorique et des apports qui sont ultra nécessaires quand tu t'entraînes 2, 3 fois dans la journée. Alors Donc ça, après, c'est ouais, un ce que nous a dit Joss, enfin ce qu'a dit Fraser, j'ai vraiment peur que Jocelyn ait mal traduit ce qu'il a dit, puisque sur le nombre de cales, là, moi, ça me... Ah, que c'était énorme. Ouais, après, nombre de cales, c'est vrai que Fraser a dit qu'il était à 10 000 4 jours. Personnellement, je vois difficilement comment c'est organisable. Après, encore une fois, le but, c'est pas tant de mettre ça en question, c'est peut-être vrai, peu Non, non, oui, importe. oui, non, mais bien Mais sûr. Non, c'est mais c'est simple, simple. c'est intéressant pour montrer quand même l'énergie dont tu as besoin. Alors, le Hmm. chiffre est-il vrai ou pas? Et est-il, moi, je mets les pieds dans le plat. Il y a pas de, je m'en bats les couilles. Je suis pas quelqu'un de choqué par ça. Je Mhm. connais plein de mecs chargés. Enfin, c'est pas un problème pour moi. J'ai pas la même vision que Jocelyn là-dessus. Ouais. Si tout le monde est sur le même niveau, pour moi, c'est pas, voilà. Bref, c'est un long débat. Euh, pour moi, à ce niveau-là, tu vois, il faut vraiment que tu aies un métabolisme hormonal Mhm. monstrueux pour pouvoir assimiler ça. Bon, bref, la question se pose peut-être, mais ça Ouais. montre que le chiffre et la dépense énergétique qui est liée à son entraînement, toute proportion gardée, c'est juste monstrueux l'abnégation qu'a eu ce type et tous les athlètes de CrossFit en réalité Ouais. pour pouvoir s'entraîner autant. Moi, je respecte vraiment ça et je me dis pas, ouais, ils font ça parce qu'ils sont chargés, loin de là. Euh, Vraiment, ne pensez pas ça suite à ce que je viens de dire. Mais voilà, ça montre quand même que l'énergie que tu dépenses en termes de récupération, en fait, surtout plus que d'effort de WOD, parce que l'énergie que tu dépenses sur un WOD, voilà, elle est conséquente, mais c'est surtout la récupération post-entraînement qui te demande pas mal d'énergie pour faire fonctionner ton système. C'est juste monstrueux, quoi. Est-ce que toi, tu as une idée de, si je te prends aller le crossfitter lambda, un mec qui fait 1m80, 85 kilos, combien il dépense de cales par jour, ou est-ce que toi, tu restes très, très loin de tout ça dans tes calculs et dans tes recommandations? En fait, c'est toujours des repères dont je me sers.
C'est toujours des repères dont je me sers. Donc après, par rapport, tu vois, au rapport poids-taille que tu as donné, et si tu prends un volume d'entraînement d'1 heure et demie à 2 heures jour en comptant tout, enfin voilà, tu es toujours autour des. Là, alors là, je le fais vraiment de tête, donc c'est vraiment à l'apport, mais tu es toujours autour des 3500 4 jours, quoi, à peu près. Tu vois, Ce qui est déjà costaud en vrai. En fait, le problème, c'est que si c'est des aliments entre 3000, faciles, entre 3000 et 3005 à peu près. Entre ouais. 3000 et 3005 à peu près, je prends large parce qu'il faudrait calculer, mais en gros, c'est ça. Si c'est des aliments faciles, genre tu bouffes du Nutella, c'est facile de monter à Mhm. 3005 cales. Mais si tu manges qualitatif, ça reste, faut manger, quoi. Mhm. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais il faut déjà manger. Et puis souvent, enfin, il faut rappeler que la plupart des personnes qui font du CrossFit, même à un bon niveau, qui ont quand même un boulot à côté, ont certaines responsabilités qui font qu'il y a une organisation à trouver et c'est jamais quelque chose de simple. Pour ceux qui nous écoutent et qui diront oui, mais c'est qu'une question d'investissement, de motivation, etc. Il faut bien mettre en tête qu'il y a une différence entre ça et puis avoir un gros niveau de contrainte à côté. Que ça demande beaucoup d'efforts, oui. Après, est-ce que tu es prêt à les mettre à un moment donné? Ça, c'est différent. Encore une fois, ça dépend des objectifs de chacun. Et tu prends, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur Fraser, qui est un athlète incroyable et qui mange d'énormes quantités de calories. C'est parce que c'est une composante qui est juste indispensable à la performance. Je reprends l'exemple du basket. Tu as des stars internationales comme Luka Doncic, Zion Williamson, qui sont des mecs, même Nikola Jokic, qui sont des superstars NBA Tony et Parker. qui arrivent. Ah bah, Tony Parker est pas dans ceux que j'ai cités, mais là, tu vois, moi les trois mecs que j'ai cités, vous tapez Le le, mec qui connaît personne. vous prenez les trois mecs que j'ai cités, vous allez sur Google Images, vous tapez leur nom avec marqué off-season à côté, et vous les trouvez dans des états de forme qui sont juste pitoyables en fait. Parce que les gars peuvent arriver au début de saison en étant physiquement en dehors de leur forme. Après, ils ne le restent jamais très longtemps, mais ça peut arriver. Mais en fait, il y a une telle, vu que ça reste un sport d'adresse, un sport d'adresse et où il y a énormément de composantes techniques, il reste extrêmement performant. C'est absolument pas le cas dans le CrossFit. Tu peux pas arriver hors de forme quelque part, et c'est pour ça que la nutrition est si importante. Et c'est pour ça que quand tu as un volume élevé, tu es obligé de manger avec des apports importants. Et j'en reviens à ce qu'on disait exactement au début du podcast. Si tu te focalises uniquement sur la perte de masse grasse, alors que tu as un volume qui est particulièrement élevé et que tu as un cycle très exigeant, on reprend l'exemple d'un cycle où tu as plus de travail, de force, etc., c'est très, très compliqué de créer des adaptations à l'entraînement. Tu vois. Ouais, bien Donc, sûr, je vois. Ouais, voilà. carrément. Ça paraît évident, mais en fait, ça n'est pas forcément pour tout le monde quand on discute. Bah, en fait, on voit de tout et de rien, justement. On va en venir à ça. Comment toi, tu arrives à véhiculer la bonne parole? Alors, tu véhicules pas grand-chose sur les réseaux sociaux parce que t'es pas hyper actif en termes de posts, de contenu pour l'instant. Ouais, Mais on a travaillé dessus pour ensemble. l'instant. Ça va venir. Comment tu essaies de véhiculer la bonne parole pendant tes séminaires, etc., pour justement dédramatiser un peu le truc et dire des choses vraies Ouais. en restant attractif, parce qu'aujourd'hui, c'est dur d'avoir l'attention des gens, tu vois. Ils ont 10 000 informations par jour à cause de ça et ils ne savent Mm. plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, à qui faire confiance, sachant que tout le monde peut se revendiquer n'importe qui, n'importe quoi. Comment tu fais, toi, pour vraiment avoir l'attention des gens et leur dire des choses vraies où tu n'as pas l'impression de te Mm. travestir et de dire Ouais. des choses qui ont du sens, quoi. Bah, je commence toujours par Alors, en fait, sur les séminaires, par exemple, quand j'ai plus le temps d'expliquer qu'en consultation, on va dire, même si j'essaie de toujours le faire, ça passe par vulgariser des notions de physiologie. C'est-à-dire, OK, bah, tu vois, c'est exactement ce que j'ai fait ce week-end. On devait faire une intervention de 2 heures à CrossFit Anderta en Bretagne. On a fait 3 heures au final. Et on a commencé en disant, OK, le fait d'avoir des efforts physiques répétés, voici les conséquences physiologiques qu'il peut y avoir. Une, deux, trois, etc. En les vulgarisant pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. On n'est pas là pour se faire mousser en expliquant des mécanismes compliqués, mais que tout le monde comprenne quels sont les impacts. OK. Ensuite, bien expliquer que au-delà de ces impacts, il y a votre statut personnel qui entre en jeu. Et ensuite, du coup, bah, une fois que les stagiaires du séminaire ont compris ça, tu peux vachement plus aller vers des choses qui vont avoir des facilités à assimiler. Quand tu parles de l'intérêt des glucides en fonction de la répartition à l'effort, de leur forme, etc., et que tu as expliqué avant pourquoi ça pouvait être lié à des perturbations à l'effort, ah ouais, là tout de suite c'est beaucoup plus clair. Alors que si tu demandes juste de manger plus de glucides, de casser, tu vois, des idées reçues dans le CrossFit, mais sans justifier le pourquoi du comment, ça passera pas. Ça passera juste pas. Et
ce genre d'informations, de séminaires que tu te donnes, est-ce que après les gens se disent OK, je vais prendre les infos et je vais faire tout seul, ou est-ce que vas-y, je vais contacter Kenneth pour qu'il me prépare un truc avec voilà, son œil de professionnel? Bah, ça dépend ce que les personnes recherchent. Alors, en général, oui, après les séminaires, il y a toujours des demandes de suivi après, évidemment. Surtout qu'en général, quand je me déplace, j'amène également de quoi faire des analyses de compos. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire également, analyser la masse grasse, la masse musculaire et tout. Et que les gens puissent avoir un état des lieux et qu'ils soient suivis par moi ou qu'ils aient un suivi par un diète plus au niveau local parce que je me déplace souvent loin. C'est pas un souci, c'est juste qu'au moins, tu vois, ils savent d'où ils partent. Mais souvent, oui, il y a plus de demandes en suivi avec moi que de gens qui vont juste prendre deux, trois conseils et les appliquer à eux-mêmes. C'est un peu comme l'entraînement, même si tu as des connaissances. À partir du moment où tu n'as pas la validation d'un professionnel, tu sais jamais si tu vas vraiment dans la bonne direction. Comment ça se passe si jamais il y a des honneurs de boxe qui nous écoutent, qui Mm. veulent que tu viennes intervenir pour raconter quelques blagues ou faire un petit séminaire sur tes connaissances, on va dire? Bah après, c'est simplement par Insta m'envoyer un message, m'expliquer un petit peu qu'est-ce que le honneur en question recherche. Et après, on s'adapte sur le format. Mais là, tu vois, il y a plusieurs box déjà où des séminaires sont programmés sur 2023. Je sais pas quand le podcast va sortir, mais voilà, ce sera plus sur 2023, là, les prochains séminaires, En octobre, je pense. en octobre. Donc, euh, donc, voilà. Et après, on s'adapte. Mais généralement, voilà, tu as toujours une grosse matinée d'intervention. On cible une thématique. Et ensuite, on fait pas mal de relevés de compos avec des inscriptions pour ceux qui veulent. Il y a parfois où on peut faire deux thématiques dans la journée, mais ça dépend vraiment du nombre de personnes de la box qui sont intéressées. Donc, c'est un petit peu à la carte, quoi, on va dire. OK. Bon, s'il y a des gérants intéressés, n'hésitez pas à contacter Kenneth. Kenneth Diet Sport, c'est ça, si je dis pas de bêtises? Ouais, Il y tout a à un fait. tiré du bas, c'est ça? Il y a un tiré du bas, bien joué. Il y a le tiré du bas, tiré du 8 pour les anciens qui avaient MSN. Mais maintenant, tout le monde a un Mac, donc c'est plus tiré du 8. Euh, non, c'est vrai. Tu étais de l'époque MSN, toi aussi, malgré le fait Ouais, que tu sois jeune. je suis passé par là. T'envoyais des whiz ou Ouais, c'était ouais, pénible ça? c'est pas facile à assumer, mais c'est vrai. C'était pénible. Il y avait autre chose que des whiz, il y avait des trucs qui s'affichaient là, je sais plus comment ça s'appelait. Bref, ça me rappelle de bons souvenirs à l'époque où j'étais Team Nesquik et où du coup j'ai foiré mon potentiel pour l'avenir d'un point de vue perte de masse grasse. Kenneth, si tu devais. Alors, comment je vais formuler ça? Quel est le meilleur compliment ou remerciement plutôt qu'on puisse te faire suite à un suivi, même si voilà, ça reste normalement sur du long terme. Il n'y a pas vraiment de fin à proprement parler. Genre, c'est pas on arrête et Mhm. c'est terminé à vie. Quel est le meilleur remerciement qu'on puisse te faire, le truc qui te touche le plus de la part de tes athlètes ou de tes patients, tout simplement? Bon, ça, c'est vraiment facile de répondre. C'est après les compétitions. Donc, tu vois, sur la période, on va dire septembre-octobre, quand il commence à y avoir moins de grosses compètes, où je reçois généralement un message des athlètes qui, voilà, expriment un peu leurs remerciements parce qu'on a préparé les compétitions, parce qu'on a fait du taf généralement depuis la fin d'année dernière ou depuis quelques mois avant. Et en gros, si tu veux, quand on peut vraiment mesurer l'efficacité de ce que l'on a fait, corrélé à l'entraînement et à tout le reste, enfin, c'est évidemment, si tu veux, c'est pas que la nutrition. Mais voilà, on arrive à pouvoir tirer des conclusions. Tu sais, il y a souvent tendance à tirer des conclusions un peu tôt, genre, ça fait 2 semaines que je suis en suivi et je dis déjà que j'ai une amélioration des performances. Non, ça, c'est juste pas possible. En fait, il faut du recul, hein. Les adaptations nutritionnelles, elles se font sur du long terme. Mais voilà, après une saison, quand il y a des remerciements et qu'on comprend l'intérêt de ce qu'on a pu faire et que voilà, enfin, c'est ce qui me touche le plus. Ok, bon, simple et efficace. On a bien capté que tu avais une âme quand même de pédagogue, formateur. Tu aimes bien expliquer les choses aux gens pour qu'ils comprennent, pas juste qu'ils les appliquent. C'est pas trop Mhm. ton délire, mais ça se voit dans ta manière de travailler de toute façon. Alors, je vous invite, même si Kenneth est fort rempli car il a beaucoup de demandes, à vous intéresser à ce qu'il fait, premièrement. Et si jamais vous avez besoin d'un suivi qualitatif, je vous conseille à 1 milliard de % d'aller checker son Insta, lui envoyer un message, discuter avec lui. Il répond toujours, normalement. Si on me dit bonjour, tu réponds. T'es comme moi. Ouais, ouais, il y T'es a aucun team, je problème. réponds s'il y a bonjour ou salut. Exactement, tout à fait. Sinon, je Ça, c'est réponds pas au mal déjà. message, mais en mettant bien bonjour au départ pour que la personne comprenne qu'elle a oublié un truc. Donc,
Donc, je vous conseille d'aller voir ce que fait Kenneth. Tous les gens que je t'ai envoyés sont hyper contents. Donc ça, Ouais, c'est cool. très Et bien. en plus, je prends 50% des bénéfices, évidemment, dès que je réfère quelqu'un. Pas du tout. Je prends zéro, Training mais très vas-y, avant. faut qu'on... Training très, très intéressé par l'argent. Faut qu'on discute de ça. Non, blague à part, allez voir ce qu'il fait et contactez-le si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement, surtout parce que c'est plus un accompagnement qu'autre chose, et de réflexion autour de tout ça, car encore une fois, c'est un besoin primaire. Je trouve que c'est sous-coté. Des fois, on fait le focus sur des choses qui sont pas forcément Mhm. indispensables, alors qu'on maîtrise pas la base qui est quand même la nutrition et le repos pour la perf. Donc, c'est quand même Mhm. vachement, vachement important. Comment tu utilises, toi, aujourd'hui, justement, ces réseaux sociaux qui sont notre vitrine. Voilà. Bon, même si tu as Mhm. ton cabinet, que tu as Doctolib, etc., que tu es accessible d'un point de vue patient présent à Limoges, mais que sur Doctolib, tu peux aussi avoir de la consulte à distance. Donc, c'est accessible aussi à ce niveau-là. Ça reste digital. Ouais. Comment tu utilises ça, sachant qu'on est, voilà, même si tu es un petit peu plus jeune que moi, on est de la génération où on a. Alors, moi, j'ai pas grandi avec Instagram parce qu'Instagram, c'est arrivé quand je commençais mes études de kiné, donc j'étais déjà majeur et tout, et c'était pas difficile d'accès, mais j'avais pas 5 ans quand j'ai commencé Insta, quoi. Nous, à Ouais. l'époque, c'était les Skyblogs et Facebook quand on était au lycée. Mais comment tu les utilises, sachant que voilà, c'est pas un truc par lesquels tu es dépassé. Je discute avec pas mal de gens sur le podcast qui utilisent les réseaux, mais qui ont genre 40 ans et qui, du coup, ont utilisé ça un petit peu plus tard. Comment tu utilises ça? Quelles sont les dérives qu'il y a, selon toi, sur les réseaux autour du sujet de la nutrition, et quels sont les points forts de ces réseaux sociaux? Parce qu'il y en a forcément. Avec ton âme de pédagogue, évidemment, Ouais. il y a de l'intérêt quand même aux réseaux sociaux. Alors, je vais essayer de me rappeler de la première question que tu as posée. C'est une question sur les Il y réseaux en a sociaux. plusieurs. Voilà, Mais ouais. ça, il n'y en a Après, qu'une. en fait, si tu veux, les réseaux sociaux, pour moi, c'est pas quelque chose d'instinctif, c'est-à-dire poster des choses que je fais spontanément. Non, il faut que je le planifie et tout. C'est pour ça qu'on a bossé dessus tous les deux et que ça va se mettre en route aussi. Moi, l'utilité que j'en ai, au-delà du fait que l'on puisse me contacter dessus, que beaucoup de demandes se fassent par là, que ce soit aussi un relais pour le site et tout, ça c'est évident. Si tu veux, ça reste une vitrine. Il faut pas se cacher de ça, c'est évident. Mais pour moi, à terme, ce que j'aimerais en faire, c'est pouvoir en fait m'en servir indirectement pour me former. Je m'explique, je me suis beaucoup formé, tu vois, j'ai passé plusieurs diplômes, je suis parti à l'université après mes diplômes à Toulouse, j'ai bossé en même temps, j'ai passé des certifs. Et là, ça fait quelques temps que je me forme peut-être un peu moins et qu'il y a plus de travail fait sur le développement de l'activité. Je hiérarchise en fonction de la demande. Et là, j'aimerais, tu vois, aussi pouvoir retrouver plus de travail de recherche. La nutrition, ça évolue très vite. Et moi, je considère que pour pouvoir aussi t'impliquer dans ce travail de recherche, le mieux, c'est de le partager immédiatement. Et tu vois, de dire, OK, je vais créer des posts, je vais créer des posts sur telle et telle thématique. Ça va m'amener à me former, à acheter des certifs, à faire des DU, ou simplement des recherches classiques pour me former sur ces thématiques. Et du coup, être vraiment toujours très proche de ce qui se fait et de ce qui est récemment prouvé. Donc pour moi, c'est aussi un moyen de me former et de partager des connaissances gratuitement. On en a déjà parlé tous les deux. C'est vrai que quand tu crées sur les réseaux, le but, c'est que ce soit pertinent pour les gens et qu'ils comprennent que c'est du contenu gratuit. Mais voilà, je trouve qu'il y a un double intérêt à faire ça, à mettre en avant des trucs et à rebondir des fois sur des thématiques, tu vois, qu'on peut évoquer en consultation et que tu auras envie d'approfondir. Tu sais que ça concerne beaucoup de tes athlètes. Donc voilà. En tout cas, moi, c'est l'utilisation que j'en ferai. Et je préférerais toujours, je pense, faire des posts peut-être un poil plus complexes, quitte à ce que les gens fassent un peu de boulot de recherche à côté, plutôt que de faire des choses trop vulgarisées. Parce que alors, j'ai pas de mal avec ça, mais c'est juste que j'aurais du mal à le faire en fait, et à me dire merde, je sais que j'ai oublié ça, 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 et ça va un peu me gonfler. Voilà. Ok. Je partage cette idée. Après, malheureusement, aujourd'hui, tu vois, on en a parlé longtemps, il y a des algorithmes de réseau qui font qu'il y a des Ouais. choses qui sont mises en avant qui n'ont pas vraiment de sens, en vrai de vrai. Tu vois, c'est intéressant. Là, on est fin septembre 2022. Les carousels ne marchaient absolument plus sur Instagram. Enfin, pour nous, ça marchait plus vraiment. Les trucs Mm. avec pas mal d'infos où tu lis un petit peu. Alors, pas mal d'infos, ça reste entre guillemets, hein, parce que Ouais. c'est 10 slides sur Instagram où c'est écrit un peu gros. Ça marchait plus. Les réels marchaient de ouf. Et là, depuis 3-4 semaines, les réels ne marchent pas énormément. J'ai l'impression parce que peut-être c'est un petit peu redondant ce qu'on fait et qu'en fait,
Nos réels, nous, ils sont très éducatifs. On essaie de vulgariser des concepts en moins d'une minute, du coup. Et là, on a relancé des carousels qui fonctionnent de ouf. Donc, des fois, ça n'a pas de sens. C'est très difficile de réfléchir autour de ça. Mais voilà, ça reste une part du taf qu'il faut Ouais. maîtriser. Parce que sans vitrine, tu n'as pas beaucoup de gens qui rentrent dans la boutique, quoi. Donc, Bien sûr. c'est toujours difficile. Et ce n'est pas un truc qu'on apprend à proprement parler, du moins pas Ouais. encore. Peut-être que ça va se démocratiser dans les années à venir dans les écoles où les métiers sont voués à être digitalisés. Je ne suis pas certain, mais pourquoi pas. S'il y a des gérants d'écoles de diète qui nous écoutent, pourquoi pas mettre un module là-dessus. On appellera Kenneth, il vous montrera comment faire des TikTok. Non, mais après, tu parlais des dérives. En fait, pour moi, le gros problème, et en fait, c'est un problème auquel il n'y a pas de solution à l'instant T, c'est que les gens n'ont pas d'esprit critique. C'est-à-dire que ils vont tomber sur une masse d'informations qui est énorme. Quand tu n'es pas formé sur un sujet, forcément, tu bois un peu les informations qui viennent et tu as du mal à faire le tri dedans. Bon, c'est très souvent ce qui vient en consulte. C'est un petit peu, ça fait partie des demandes explicites de dire, écoute, j'ai beaucoup de connaissances, mais au final, je ne sais pas faire le tri dedans. Et donc, tu tombes sur beaucoup d'infos sur les réseaux, de personnes plus ou moins compétentes, etc. Tu as des personnes qui ont une certaine notoriété, et cette notoriété amène les gens à penser que les connaissances, tu vois, qui sont amenées sont forcément bonnes. C'est rarement le cas. Donc, voilà, faut arriver à faire du tri. Et c'est là, en fait, que tu tombes sur beaucoup de dérives des réseaux sociaux. Beaucoup d'infos, peu de capacité à faire le tri, donc beaucoup de choses qui peuvent être fausses ou un peu biaisées. Sans Je parler du suis... sponsoring, des partenariats et tout, hein. Ouais, bien sûr. Carrément. Alors, à quand la marque Bercheni Nutrition de compléments alimentaires? Alors ça, je me mouille pas trop si je dis que ça arrivera jamais, mais enfin, voilà, j'ai l'avantage de savoir ce que je veux faire. On a de très bonnes marques de compléments en France et on a des très beaux labos sur la micronutrition, etc. Donc, honnêtement, aujourd'hui, les produits qui sont de bonne qualité de référence, on les connaît, il n'y a pas de problème. On sait également qu'il y a des labos qui qui prennent un petit peu, tu vois, comment dire, des marques qui prennent le postulat de faire peut-être un peu moins de bénéfices, mais de proposer des produits quali. Et on sait que c'est vrai, hein, c'est pas juste du marketing parfois. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense pas qu'il y ait besoin de créer d'autres marques et tout. Enfin voilà, clairement pas. On a aussi des boîtes qui font pas forcément des compléments ou pas que, mais qui font des produits alimentaires de très bonne qualité. On les connaît un peu, donc je pense à Brenos parce que c'est un exemple parmi tant d'autres. Il arrive à faire des produits vraiment qualitatifs, ça reste artisanal et c'est des bonnes alternatives à ce qu'on pourrait des fois proposer. Mais il n'y a pas que, hein, il y en a d'autres aussi. Donc, il y a assez de choses là-dessus. Il y a pas de problème. Mais de la même manière, tu as des personnes qui vont avoir une certaine notoriété, qui vont faire donc des partenariats avec des marques et qui vont promouvoir des marques dont ils ou elles ne connaissent pas la qualité et qui peuvent du coup induire en erreur des consommateurs qui n'ont pas d'esprit critique. C'est toujours la même chose. Mais ça passe par les réseaux sociaux, mais il y a 20 ans, c'était par la télé. Enfin, ça a toujours été comme ça, si tu veux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est intéressant. Dernière question à ce sujet. Comment t'expliques que, tu vois, moi on parlait tout à l'heure des tests sanguins, etc., pour aller plus loin dans l'analyse corporelle Ouais. et l'analyse du système. Comment t'expliques que, alors moi, ça me choque un peu, mais bon, je sais que c'est comme ça, que quand moi je suis allé faire les tests, genre le labo dans lequel je suis allé, limite, c'était grave ce que je faisais, tu vois. Ouais. Genre, c'était, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous payez de votre poche pour analyser des Hmm. trucs? Limite, ça sert à rien, tu vois, alors que ça leur fait Ouais. gagner de l'oseille, premièrement, et personne ne fait ça. Alors que moi, je trouve que c'est important, tu vois, et ça me dérange pas parce que j'ai les moyens aujourd'hui de le payer, donc ça me dérange pas. Je dis pas Ouais. que c'est le truc primaire à faire pour tout le monde, évidemment, mais genre, ils m'ont regardé comme, voilà, comme si j'étais Zidane qui a mis un coup de boule à Materazzi, quoi. Genre, j'étais, waouh, qu'est-ce qu'il fait là, lui, ce dingo, là? Pourquoi il Ouais. se fait prélever autant de sang pour analyser les triglycérides, etc. Mm. Pour recontextualiser un peu avec ce que tu dis, c'est que dans ce que je peux proposer, alors ça reste vraiment pour une très grande minorité d'athlètes, mais c'est en fonction des besoins et de la demande, c'est vraiment ce qu'on appelle de la biologie préventive. Il faut considérer que dans les analyses sanguines que tu fais, qui sont remboursées par la sécurité sociale et qui sont prescrites par ton médecin, il y a plein de marqueurs qui peuvent être très intéressants, mais qui sont très généraux. Quand tu fais des dosages sanguins, il faut savoir d'abord ce que tu recherches et il faut savoir quels marqueurs sanguins sont vraiment exploitables. Tu prends l'exemple de la ferritine, qui est quelque chose de très exploitable, c'est-à-dire le stockage du fer dans le sang. Mais tu as d'autres choses comme le magnésium, par exemple, magnésium stérique, qui circule dans le sang, qui est dosé sur les prises de sang et qui lui est beaucoup moins interprétable parce qu'il ne représente que une fraction, 1 à 2% du pool total dans l'organisme.
Donc, tu as déjà ça. Et en plus de ça, il y a plein d'indicateurs, qu'ils soient liés à la performance, au risque cardiovasculaire, au prédiabète, etc., qui sont dosables, mais qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale parce que les processus pour les doser sont particulièrement laborieux et il y a peu de labos qui le font. Néanmoins, moi, quand j'ai des athlètes ou des personnes qui ont de gros risques de pathologie ou de très gros antécédents et où j'estime qu'il est important, non pas juste, par exemple, de doser la glycémie, mais aussi la sensibilité à l'insuline, etc., ben on dit, OK, tu vas payer tant, certes. Par contre, tu vas aller dans tel et tel labo qui ont l'équipe nécessaire pour faire les dosages et on aura des indicateurs supplémentaires pour mieux te prendre en charge et mieux prévenir les risques. Je prends l'exemple, encore une fois, du diabète. C'est pas quand ton hémoglobine glyquée et ta glycémie commencent à crever le plafond qu'il faut s'inquiéter. Non, ça veut dire que le diabète, il est là, que c'est installé et qu'on aurait pu diagnostiquer un prédiabète bien plus tôt, si tu veux, et qu'il y avait déjà des symptômes. Donc, l'idée de la biologie préventive sur laquelle je suis formé, c'est ça. Et en effet, tu arrives sur des labos qui disent, ah bah ouais, en fait, tu arrives, tu vas payer une certaine somme de ta poche. Il y a peu de mutuelles qui remboursent ça. Et en fait, certains ne comprennent pas que tu puisses faire cet investissement pour ta santé. Alors qu'en fait, enfin, à un moment donné, ça dérange personne. Là, il y a le nouvel iPhone qui est sorti. Je crois qu'il est à 1400 balles ou je sais plus, je dis une connerie. Je crois qu'il est même plus cher que ça. C'est ça. Ça dérange personne. Bah, C'est si, ça, ça, j'en ai acheté 5. ça va, ça va déranger des gens, bien sûr. Mais il y a des gens pour qui c'est plus facile d'accepter ça que d'aller payer des fois 50, 100 ou 150 balles d'analyse sanguine dans un objectif bien précis. Des patients qui ont des gros problèmes de tolérance digestive, qui n'ont pas été diagnostiqués côlon irritable, maladies chroniques inflammatoires, qui sont en errance médicale par rapport à ça, et chez qui on va faire des tests d'intolérance, chez qui on va aller faire des dosages autour de ça. Ouais, ben, ils sont conscients qu'ils vont payer une certaine somme. Par contre, ils vont trouver des solutions, en fait. Enfin, c'est clair, quoi. C'est clair. Donc, on a un peu de mal encore avec ça en France à payer pour des services de santé. De manière générale, de toute façon, c'est acté en fait, hein. Si demain on disait que dans la prise en charge kiné, de manière systématique, il y avait une partie qui était plus remboursée, les gens crieraient au scandale, alors qu'au final, ça paraît un peu normal, quoi. Carrément. Ouais, c'est une belle réponse, Kenneth. J'en attendais pas moins de ta part, mais voilà, moi, ça m'a paru quand même un peu chelou, malgré le T'es pas fait le seul, hein. que. Ouais, je sais, mais tu vois, au final, c'est même des labos qui sont certifiés et tout, et au final, ils savent même pas pourquoi tu viens. Enfin, bon, bref, Mm. ça n'a pas vraiment de sens. Mais c'était intéressant, et les résultats sont intéressants et corroborent bien avec la clinique, en tout cas. Ouais. Kenneth, ça fait déjà quasi 1 heure et demie qu'on discute. Je vais finir ce podcast avec deux choses. Je t'introduis un nouveau concept dans le podcast Oula. c'est toi le premier à l'expérimenter, que j'ai copié de mon gars K-Swiss qui m'a fait la même chose quand il m'a invité sur son podcast. Donc j'ai trouvé ça très très bien et je vais faire exactement la même chose parce que je suis un gros copieur, évidemment. Je vais te poser des questions. Tu réponds du tac au tac, mec. Tu réfléchis même pas. D'accord? Facile, vas-y. Je t'en pose pas beaucoup, t'inquiète. Athlète CrossFit ou athlète basket? Athlète CrossFit. En suivi. Ah, c'est beau, mec. C'est beau. Il est fort. Il est fort. Insta ou TikTok? Insta. Pain, œuf, avocat ou pancake? Œuf. Juste œuf. Ah, tu voulais dire, ah oui, d'accord, pas un œuf, oui, ok. Non, mais je Pour sais pas. moi, pas œuf avocat. En ce moment, c'est plutôt ça. Ok. Libron ou Curie? Curry. C'est Ah oui, ridicule ce que tu dis. je vais pas me faire que des amis, mais j'assume. Suivi à distance ou consultation en physique? Ah, consultation physique, je préfère, même si j'ai plus de suivi à distance. Magnifique. Jocelyn ou Clément? C'est la dernière. Je préfère Justin, mais je vais dire Clément parce que c'est le plus proche pour me frapper. Intelligent, intelligent. C'est bien, t'es le premier. Je pense que t'es un de ceux qui aura répondu le plus vite. On verra si le futur nous est en accord avec ce que je dis là, mais très bien. Au moins, c'était du tac au tac, c'est beau. Pas trop de réflexion, tu sais ce que tu veux, c'est carré. Et évidemment, Kenneth, on va finir avec celui que tu attends le plus. La liste des 75 valeurs, valeurs. 72 valeurs exactement. Même si tu connais déjà à peu près les tiennes parce qu'on a bossé dessus. Tu veux que je te les redise ou si tu connais les tiennes, on peut passer directement là-dessus? Franchement, juste pour t'écouter les dire, j'aimerais bien que tu les C'est fasses. vrai? Mais ça se trouve, je Ouais. vais même pas dire celle que tu m'avais dit. Je vais regarder, on sait jamais. Allez, bah let's go, hein. Vas-y, je te les dis toutes. Il y en a, en vrai, sur ma liste, il y en a 123, pile poil. J'ai trop la flemme de toutes les dire. Allez, c'est parti. Oh là là, ça va te correspondre, ça. Altruisme, ambition, amour, argent, authenticité, autodérision
bienveillance, combativité, créativité, écoute, égalité, exemplarité, fiabilité, générosité, humour, intelligence, justice, liberté, pédagogie, performance, rigueur, santé, travail et on finit par, comme d'hab, volonté. Si tu devais m'en garder 3 et me les définir. En effet, ouais, tu les as pas toutes mises. Alors, pour moi, la valeur amour, c'est la première parce qu'en fait, tu peux l'englober, je trouve, sur plusieurs axes, c'est-à-dire l'amour que tu portes aux autres, celui que tu portes à toi-même, bien entendu, parce que sinon, il y a un problème, et l'amour que tu portes à ce que tu fais en général. Ouais, tu vois, moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance de faire un boulot qui me passionne tous les jours, donc j'ai de l'amour pour le boulot que je fais et ça conditionne aussi le reste. Donc ça, c'est la première valeur. La valeur travail, parce que j'ai été éduqué dedans. Alors après, pas travail pour travail, c'est-à-dire travail pour faire un truc qui t'intéresse, ok? C'est-à-dire investir du temps de travail dans quelque chose qui te passionne, pas juste pour effectuer une tâche qui t'épanouit pas. Donc, t'exprimes à travers ça, tu vois ton potentiel, tu te développes, enfin, ton ambition, elle passe aussi par ton travail. Donc, je trouve que c'est une des 3 valeurs pour moi. Et après, alors moi, j'avais excellence, mais tu l'as pas dit, je crois. Je ne l'ai pas dit, Je effectivement. crois, je crois pas que tu l'aies dit. Non, je ne l'ai pas Mais dit. du coup, à la limite, tu vois, il y a altruisme, etc. Mais je mettrais, je pense, liberté. Parce que, en fait, moi, un de mes objectifs, c'est aussi de pouvoir m'occuper mon temps comme je le souhaite. D'où l'intérêt de faire aussi bien du suivi que de la formation, ou de dire à un moment donné, ouais, si je souhaite investir mon temps dans autre chose, que ce soit l'entraînement ou des projets perso, je pourrais le faire. Donc, la liberté, ça passe par ça. C'est non pas ne pas travailler, c'est pouvoir avoir du temps disponible et l'utiliser pour travailler ou faire autre chose. Très bien. Ça, ouais, bah, ça a du sens, hein. De toute façon, il y a pas mal de gens qui s'orientent vers ça. Encore faut-il avoir les coronesses de le faire parce que ça demande quand même une certaine prise de risque mesurée, hein, évidemment. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose de… Quand tu bosses comme ça, tu le sais, on en a discuté pendant très longtemps, tu as quand même une charge mentale qui est très importante parce que ça s'arrête jamais, en fait. Tu vois, il y a des mecs relous comme moi qui peuvent C'est t'envoyer un constant. message à 23h le soir pour savoir s'il faut prendre de la glutamine ou etc. Donc, ça s'arrête jamais. Après, tu fixes tes propres limites. Mais c'est différent de j'arrive au cabinet à 9h, je pars à 20h et le reste, c'est fermé. Tu vois, il n'y a pas de contact qui peuvent s'entremêler à la vie perso. Alors après, à chacun de fixer ses limites, évidemment, mais c'est intéressant de voir ça comme ça. Donc, très belle valeur, encore une fois, mais ça corrobore tout à fait le fait que tu es une très belle personne, Kenneth. Ne pleure pas quand je te dis ça, mais vraiment, tu es un chic type, on peut le dire, et je pense que les gens l'auront compris à travers ce long épisode, toujours intéressant. Je pense qu'on pourrait discuter des heures et des heures. Au bout d'un moment, on dirait beaucoup de bêtises, mais je pense qu'on pourrait discuter des heures et des heures. Si tu devais conclure pour rajouter quelque chose à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais? Pour rester pour rester dans le cadre du suivi nutritionnel ou de la pratique du CrossFit, vu qu'on est d'accord, il y a quand même beaucoup de CrossFitters qui vont écouter le podcast. Euh, pour moi, c'est hiérarchiser vos objectifs, savoir ce que vous voulez pour savoir dans quel sens tendre. Que vous démarchiez un kiné, un diète, un coach ou quoi que ce soit, plus vous savez ce que vous voulez, plus c'est simple pour les personnes qui vont vous accompagner de savoir comment planifier, programmer et vraiment vous aider au mieux. Magnifique. Parfait pour finir. Les amis, merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, vous pouvez joindre Kenneth sur Kenneth-Diet Sport. Je mettrai tout dans la description de l'épisode. N'oubliez pas de noter l'épisode sur Spotify, sur Apple Podcast, machin, ce que vous voulez. On a eu un petit bug sur Apple Podcast, donc ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, dites-moi si ça ne tourne pas en boucle, parce que le dernier épisode, il tournait en boucle, d'après ceux qui écoutent sur Apple Podcast. Je soupçonne Apple de vouloir couler Training Therapy, malgré le fait que je sois un pro Apple et que j'ai que des Mac et des iPhones. Dites-moi, faites-nous des retours. Vraiment, vous nous envoyez des messages sur Insta, par mail, sur YouTube, peu importe, sous la vidéo, pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous voulez échanger avec Kenneth, encore une fois, vous cliquez sur le lien dans la description, ça vous emmènera direct sur sa page. Suivez-le, il y a du très intéressant qui va arriver sur sa page. Donc, prenez de l'avance et suivez-le déjà.
Après, ce sera trop tard, ce sera une rosta internationale, malgré le fait qu'il préfère Stephen Curry à LeBron James. Et ça, c'est terrible. Comment ça, l'excès? Non, en vrai, une chose à faire vraiment, noter l'épisode, ça nous donne de la visibilité de ouf. Je sais pas pourquoi ça met en avant l'épisode, mais ça nous permet d'inviter des gens comme Kenneth de plus en plus intéressants. Sachez que pour avoir Kenneth sur le podcast, j'ai quand même dû débourser 1500 euros parce que il fait payer son temps très, très cher. Je suis particulièrement vénal. Il est venu gratuitement et ça, c'est une belle preuve d'amitié. C'est magnifique. Les amis, j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée. Peu importe où vous soyez, prenez soin de vous. Faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à ce que vous faites dans la vie. Bougez régulièrement et surtout, faites-vous plaisir en faisant des choses que vous kiffez. Merci Kenneth encore pour ton temps. Avec grand plaisir, Thomas. Salut les amis. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-thérapie.fr. Épaule, renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.